français et en anglais et également en général, nos documents sont disponibles dans ces trois langues. Ma collègue va partager avec vous dans la case de discussion Recording in progress. Of the COVID-19 pandemic shed light on existing inequalities all around the world. A jeté la lumière sur les inégalités qui sont présentes déjà dans cette région. Plusieurs tentatives ont été déployées afin de contenir la pandémie, mais plusieurs groupes de différentes ethnies, les hommes, les femmes, les jeunes, les enfants ont été affectés par cette pandémie. Il existait dans cette région déjà plusieurs déséquilibres, notamment des équilibres relatifs au genre, et la pandémie a exacerbé les problèmes qui existaient déjà dans la région. Malgré l'impact de la pandémie sur la justice relative au genre, plusieurs tentatives ont été effectuées afin de réduire l'impact de la pandémie, les impacts notamment sociaux et économiques. Mais les mesures n'ont pas toujours pris en considération les inégalités relatives au genre. Dans certains cas, les mesures ont même aidé à augmenter les injustices et les inégalités. Par exemple, la violence domestique a augmenté au cours de la pandémie à cause des mesures qui ont été prises. Et maintenant, après cette pandémie, avec le début de l'ère de post-Covid et l'ère du vaccin, il est nécessaire de repenser aux stratégies qui existent déjà. Il est temps de repenser aux inégalités qui sont présentes, aux structures patriarcales, et il est très important de nous attaquer aux racines du problème. Nous lançons cette série de webinaires pour examiner les points de vue de différentes féministes de la région. Donc, nous allons entendre parler des stratégies, nous allons entendre parler également des problèmes et des solutions qui sont proposées à cette période après la pandémie, donc cette post-pandémie. Il est très important de savoir également que plusieurs mesures n'ont pas réussi à répondre aux besoins des femmes et quelques réformes doivent être discutées. Donc, nous allons parler bien sûr des effets de la pandémie, mais quelles sont les alternatives également féministes pour réorganiser la vie après la pandémie. Nous commençons aujourd'hui cette première série de webinaires. Nous allons bien sûr nous attaquer à l'équilibre entre les genres, à la relance économique, l'activisme dans le domaine des droits de la femme et le changement climatique. Donc, tous ces sujets sont très importants dans cette région. Il existe plusieurs pandémies outre la COVID-19. En effet, la violence basée sur le genre et la pandémie qui se propage très rapidement dans les régions.
Cette pandémie est aussi importante que la pandémie de COVID-19. En effet, plusieurs formes de violence ont été institutionnalisées et il existe plusieurs exemples. Par exemple, les confinements ont fait que plusieurs personnes qui étaient déjà menacées, notamment les personnes transgenres, ont dû rester dans leur foyer avec leur famille, sachant que cela n'a pas toujours été l'option la plus sûre pour eux. Les États, en général, n'ont pas protégé les minorités et les femmes, et en effet, il revenait à ces groupes vulnérables de se procurer la protection eux-mêmes. Nous allons parler de la pandémie, de la période post-pandémie. Nous allons parler des inégalités systémiques, de la violence basée sur le genre en particulier. Nous allons ensuite nous attaquer aux différentes stratégies dans la région et nous allons également discuter les tendances futures, comment pouvoir nous attaquer à la violence basée sur le genre. Cette discussion se basera sur les meilleures leçons tirées de la pandémie afin de pouvoir résoudre ce problème de violence basée sur le genre. Et nous allons également nous baser sur l'expérience des mobilisations des groupes de femmes dans la région. Madame Nisrine Reba Essara, la modératrice de notre séance, malheureusement, elle n'est pas capable d'ouvrir sa caméra, mais elle est avec nous et nous allons pouvoir l'entendre. Nisrine est experte tunisienne dans le domaine de la lutte contre la violence basée sur le genre, la protection des femmes et des enfants victimes de violences basées sur le genre. Elle est également experte dans la promotion des droits à la santé reproductive. Elle a travaillé dans plusieurs institutions. Elle coopère également avec plusieurs ministères en Tunisie, plusieurs agences gouvernementales. Elle travaille avec d'autres institutions publiques, ONG et organisations internationales comme les Nations Unies, l'Union européenne et Kivina de Kivina, qui est une organisation suédoise des droits de la femme. Je donne la parole directement à Nisrine qui va nous présenter les panélistes de ce jour. Merci. La parole est à vous, Nisrine. Merci. Merci Lydia, merci Katia de cette présentation, de cette introduction. J'ai l'honneur de modérer la séance d'aujourd'hui. Je suis sûre que cette séance sera très riche en informations. Je voudrais remercier toutes les participantes, tous les participants à ce webinaire. Je voudrais remercier tous ceux qui assistent à ce webinaire des quatre coins du monde. Ce webinaire est un webinaire de 90 minutes et sera publié en direct sur la page de FIS. L'interprétation est disponible en français et en anglais. Nous avons trois panélistes aujourd'hui du Soudan, de l'Égypte, de la Tunisie. Je vais présenter les panélistes à tour de rôle avant leur présentation. Tout d'abord, Madame Fahima Hachem du Soudan. Elle est activiste dans le domaine des droits de la femme depuis plus de 25 ans. Elle a beaucoup d'experts dans le domaine des recherches, de la formation dans les mesures transformatives. Elle a beaucoup d'expérience dans le domaine de la paix, de la lutte contre l'injustice à l'égard des femmes, les droits sexuels et reproductifs des femmes. Fahima était experte dans le comité de Nobel à Ottawa et elle a participé à l'organisation de plusieurs événements internationaux qui jettent la lumière sur le rôle important des activistes et des femmes qui défendent les droits des autres femmes dans le Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Fahima est également en charge de deux groupes d'activistes féministes, notamment des groupes organisés par cette association Nobel pour les femmes. Elle était également
enseignante à l'Université de Toronto. Fahima, j'avais plusieurs questions à vous poser, mais tout d'abord, quelles sont les réalités relatives à la violence basée sur le genre lors de la pandémie et quel a été l'effet de la pandémie au Soudan sur cette violence et comment est-ce que cette pandémie a jeté la lumière sur les inégalités déjà existantes? Merci. Je vous remercie de votre invitation pour participer à ce panel. J'ai le plaisir de participer avec vous à ce webinaire. J'ai le plaisir également de parler de ce sujet, la situation lors de la pandémie et post-pandémie. Avant de parler de l'effet de la pandémie sur les femmes au Soudan, je voudrais parler tout d'abord du Soudan, la situation au Soudan tout d'abord. Je pense que vous savez tous comment est la situation socio-économique, politique au Soudan. Lors de la pandémie, nous avions une situation assez unique. Voilà pourquoi il est important de parler de la situation générale avant de parler notamment de l'impact de la pandémie sur les femmes et comment est-ce que les femmes ont réussi grâce aux différentes organisations de la société civile ou à travers les institutions étatiques à développer leurs capacités, à renforcer leurs capacités. En mars 2020, bien sûr, le pays a été affecté par la pandémie. C'est alors que le Soudan tentait de se relever. Il y avait la révolution qui avait débuté en décembre 2018 et en août 2019, un accord préliminaire a été conclu, une constitution a été élaborée. Il était très clair que les femmes avaient participé à ce processus. Les femmes, près de 60% ou plus de 60% des femmes avaient des participants aux manifestations étaient parmi les femmes. Donc, les femmes ont participé très activement aux révolutions, aux protestations entre décembre 2018 et juin 2019. Donc, la présence des femmes était ressentie dans la capitale, mais également dans toutes les régions soudanaises. Cela était très important, d'autant plus que les femmes, notamment les jeunes femmes, étaient très présentes partout. Cela veut dire que les conditions des femmes sous les différents régimes et au cours de la gouvernance, les différents gouvernements souffraient beaucoup. Nous savons combien il y avait d'inégalités entre les femmes et les hommes au Soudan, même de par la loi, le code pénal, entre autres. Lors de la pandémie, nous savons que Darfour, que plusieurs autres régions de Soudan connaissaient déjà des conflits. Donc, la situation au Soudan était assez critique, même avant la pandémie. Et même au cours de la pandémie, le Soudan et les différentes régions soudanaises souffraient de ces conflits. Bien sûr, nous espérions alors pouvoir lancer les prémices d'un nouveau pays, si nous pouvons le dire, mais il y avait plusieurs mouvements islamistes, il y avait cette loi relative à la lutte contre le terrorisme, il y avait la question des dettes, il y avait plusieurs problèmes, si nous pouvons le dire, qui ont fait que le pays a été isolé du reste du monde. Plusieurs mesures ont été prises pour lutter à ces défis. Après le nouveau gouvernement, lors de la période de transition et avec la crise économique, tout cela a été exacerbé avec la pandémie, à cause de la pandémie. Les confinements, les fermetures complètes ont affecté et ont eu un très grand impact sur le pays. Nous savons également. Oui, mais permettez-moi de vous interrompre. Concernant la pandémie, notamment les femmes, nous avions déjà dit
que la situation politique était assez critique. Nous savons qu'il y avait des inondations au Soudan. Au début de la pandémie, en mars, il y avait eu 3 mois de fermeture complète. Le gouvernement a tenté d'adopter des mesures de protection. Le but était bien sûr de protéger les citoyens en leur demandant de rester à la maison, mais nous savons que le pays compte beaucoup et que beaucoup de travailleurs, notamment des femmes, comptent beaucoup sur le travail quotidien. Et donc, s'ils ne travaillent pas aussi, elles ne travaillent pas au jour le jour, elles ne peuvent pas gagner leur vie. Voilà pourquoi ces fermetures ont eu un très grand impact sur la situation économique de ces personnes et de ces familles qui ont dû être confinées. Le ministère du Développement social a tenté d'élaborer quelques solutions. Ensuite, au mois de juillet et août, les inondations ont ravagé le pays et les inondations de 2019 étaient des inondations jamais vues au Soudan depuis plusieurs années. Des centaines de millions de familles, près de 500 millions de familles de ménages avaient perdu leur maison. Plusieurs écoles ont été détruites, plusieurs hôpitaux ont été inondés. Donc là, l'État en général a souffert de ces inondations. Donc, il y avait la situation économique qui a été assez difficile, la pandémie et les inondations qui sont venues aggraver la situation. Qu'en est-il des femmes? Pour les femmes, donc, une ligne verte qui a été lancée pour lutter contre la violence à l'égard des femmes. Donc, les femmes et toute personne concernée pouvaient contacter cette ligne verte pour notifier d'un cas de violence à l'égard des femmes. Il est apparu donc que les cas de viol et de violence à l'égard de violence domestique, donc de la violence à l'égard des femmes, étaient très propagés lors de cette période. Et malheureusement, nous n'avons pas de loi au pays qui protège contre le viol marital. Donc, c'est un problème très important. Le pays, et notamment les femmes, ont souffert de violences basées sur le genre et de viols lors des périodes de confinement. Les gens ont tenté de créer un espace pour communiquer, au moins un espace virtuel à travers les réseaux sociaux. Les femmes ont pu avoir accès au moins à un soutien psychosocial gratuit à travers ces plateformes sociales. Il y avait un groupe, par exemple, nommé Meshkilti Meshkiltak, ou Mon problème est le tien, et différentes parties concernées, différentes personnes concernées. Les femmes dorénavant, les femmes en particulier, notamment, ont pu avoir accès à ces espaces sur ces plateformes, sur ces réseaux sociaux et ont pu obtenir ce soutien dont elles avaient besoin. Les femmes ont réussi à hausser leur voix et à créer cet espace virtuel qui les aide et qui leur permet de parler de la violence domestique et de la violence contre les femmes. Je vous remercie, Faïma, d'avoir parlé des réseaux sociaux de cette plateforme virtuelle. J'aurais d'autres questions à vous poser à propos de cette plateforme, cet espace virtuel, notamment lors de la pandémie. Vous avez encore 2 minutes si vous avez quelque chose à ajouter. Malheureusement, la situation économique, politique
qui est assez mauvaise avant la pandémie, les inondations, le manque d'eau, les faiblesses du système sanitaire, tous ces problèmes ont aggravé grandement la situation du pays. Les femmes ont à peine pu s'organiser. La situation était très difficile pour les femmes et même pour le gouvernement, pour l'État. Les femmes au Soudan, en général, sont relégués au deuxième, au troisième plan. Ils considèrent au Soudan qu'il y a d'autres questions plus importantes que les questions relatives aux droits des femmes. Mais c'était pour la première fois depuis quelques années que j'ai remarqué que c'est grâce aux espaces virtuels, à ces plateformes sociales que les femmes, notamment les jeunes filles, ont pu hausser leur voix, ont pu exprimer leur point de vue, parler de leur cause. Et les femmes et les jeunes filles ont pu s'imposer en tant que composante essentielle de la société. Merci Fahima de votre intervention. Hind, bonjour. اهلا وسهلا اهلا بالجميع. اولا بعتذر على دخولي متاخره. Bonjour. بعض المشاكل التقنيه. ما في مشكل. هند هي Quelques problèmes techniques. Pas de problème. Hind Ahmed Zaki est professeure assistante. Elle est experte dans la politique comparative. Elle enseigne à l'Université de Connecticut. Elle travaille sur les questions relatives au genre, notamment dans la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord. Elle met l'accent notamment sur les tendances féministes, les activités féministes. Concernant les réalités, la situation sur le terrain, pratiquement, qu'en est-il de la situation de la violence basée sur le genre, fondée sur le genre en Égypte lors de la pandémie et quelles sont les inégalités qui ont été révélées notamment par la pandémie? شكرا جزيلا واهلا بكم جميعا يعني جميع الصديقات والمستمعين. Chers amis, الامر ان الجائحه هي au fait, la pandémie a révélé la situation que nous savions déjà. Et la pandémie a exacerbé en même temps la situation. Pour ce qui est de l'Égypte, nous souffrons de plusieurs problèmes et ces problèmes ont été exacerbés par la pandémie, ont été révélés par la pandémie. Premièrement, nous souffrons du manque d'informations et de données. J'étais très intéressée avec plusieurs activistes dans le domaine des droits des femmes, avec plusieurs autres activistes universitaires et expertes dans ce domaine. Donc, nous étions très intéressés par la question de la violence basée sur le genre, donc la violence contre les femmes et l'impact du Covid sur cette violence. Je faisais partie d'un groupe d'experts qui examinait les effets et les impacts socio-économiques de la pandémie, notamment sur les groupes les plus vulnérables. Nous avons fait face notamment à un problème. Nous étions concernés, comme je viens de le dire, par la violence basée sur le genre notamment. Nous avons remarqué qu'il existait d'autres collègues qui s'étaient attaqués à la question du travail. Donc, comment est-ce que le travail des femmes, le travail des personnes vulnérables a été affecté par la pandémie? Au fait, nous avons fait face à un problème majeur qui est le manque de statistiques et le manque de données exactes. Ce problème n'est pas seulement le problème d'Égypte, mais le problème de beaucoup d'autres pays arabes. Les statistiques sont parfois incomplètes et insuffisantes. Mais malgré la rareté des informations, malgré le manque d'informations et de données, nous avons réussi à obtenir plusieurs résultats. Nous avons remarqué que le nombre de personnes qui avaient notifié des cas de violence avait augmenté. Il y avait une ligne verte, ou plutôt plusieurs lignes vertes lancées par des organisations des droits des femmes, et ces lignes vertes avaient reçu
un nombre croissant d'appels téléphoniques pour rapporter des cas de violence. Beaucoup de femmes ont contacté, ont appelé ces numéros verts pour notifier des cas de violence à leur égard. Autre chose, nous avons remarqué qu'avec la fermeture des crèches, avec la fermeture des écoles, les femmes ont eu un fardeau encore plus énorme à supporter. Dans le cadre de nos recherches, nous avons travaillé avec les infirmières et les infirmiers. Et la majorité de ceux qui travaillent dans ce secteur sont des femmes, donc des infirmières. Et je peux vous assurer que ce secteur a beaucoup été affecté par la pandémie. Les femmes ont dû travailler pour de longues heures durant la journée. Les femmes étaient plus en contact avec le virus et ne pouvaient pas être très présentes dans leur foyer. Et vous devez savoir également que quelques-uns ne voient pas très bien, si nous pouvons le dire, le travail effectué par ces femmes infirmières. Les femmes sont donc devenues vulnérables davantage. Beaucoup de femmes ont dû laisser leur travail, donc ont dû quitter leur travail et présenter leur démission. Un autre impact, l'impact psychosocial. Je ne sais pas si quelqu'un avant moi a parlé de l'impact psychosocial ou de l'impact psychologique ou l'impact sur la santé mentale de cette pandémie, parce que je me suis rejoint à cet appel un peu en retard. Mais en tout cas, la pandémie a affecté la santé mentale des femmes notamment. Les personnes étaient confinées dans leur maison et cela a eu un grand impact sur la santé mentale des personnes. Cela a exacerbé les cas de violence domestique. Nous avons remarqué tous ces résultats et ces impacts. Nous n'avions pas de chiffres clairs, mais nous avons réussi à réunir des informations et des indicateurs, des numéros verts que les femmes contactaient. Et nous avons également réussi à obtenir des informations et des données de la police et des tribunaux, donc en réunissant les informations et les données de toutes ces entités, de tous ces groupes, de toutes ces parties, nous avons réussi à former ou à comprendre comment les situations étaient dans la région, notamment dans le pays. Nous étions un groupe de personnes intéressées, comme je viens de le dire, par l'impact de la pandémie, mais notamment par la violence basée sur le genre. Et nous avons remarqué que lors de la pandémie, quelque chose de surprenant a eu lieu. Au fait, grâce, entre deux guillemets, à cette pandémie, un nombre plus élevé de femmes ont pu contacter le numéro vert pour se plaindre et pour rapporter des cas de violence à leur rencontre. Donc, c'est peut-être le côté le plus optimiste, si nous pouvons le dire, ou le plus positif de cette situation. Nous savons qu'en général, les femmes sont dissuadées, on demande aux femmes de ne pas rapporter les cas de violence à leur genre. Mais lors de la pandémie, les femmes ont eu beaucoup plus de courage de rapporter le cas de violence à leur égard. Il se peut que cela montre que la pandémie a exacerbé ces cas de violence. Je vous remercie, chère Hind. Je donne la parole maintenant à Lina, ma collègue de Tunisie, qui est formatrice et experte dans Mawjoudine. Elle travaille dans le domaine des droits des personnes LGBTQ+. Lina, est-ce que vous pouvez nous parler de Mawjoudine, de votre organisation? Donc, Mawjoudine, ou plutôt Nous sommes là, en français. Et comment est la situation en Tunisie? Et comment était la situation lors de la pandémie? Merci Nisrine de votre introduction. Je vous remercie de cette opportunité. Mawjoudine est une association non gouvernementale
Nous travaillons pour les droits des personnes trans, des personnes de la société, donc des LGBT+, des queers. Nous fournissons des services aux personnes qui ont besoin de soutien psychologique, d'aide judiciaire, d'aide légale, d'aide sociale et nous mettons en œuvre plusieurs projets. Nous avons des projets, par exemple, concernant l'identité du genre et l'orientation également sexuelle. Je suis chargée du projet LILO, Looking In, Looking Out, et nous travaillons à travers plusieurs réseaux d'alliés qui puissent défendre les droits de la société queer. Nous travaillons sur d'autres projets comme la production artistique. Nous organisons chaque année un festival des films queer. Plusieurs ateliers de travail sont organisés dans le cadre de ce festival. Plusieurs films sont visionnés des 4 coins du monde. Plusieurs exhibitions. كان تجمعين حكينا على plusieurs الجمعية في المرحلة sont organisées. Qu'en est-il du rôle de l'association, de l'organisation lors de la pandémie? الجائحة ماذا قامت به الجمعية وبصفة خاصة Donc, quel a été le rôle de l'association en général et qu'est-ce que l'État tunisien a fait? Donc, quelles sont les mesures qui ont été prises par votre association et par l'État pour aider les femmes qui souffrent de violences lors de la pandémie? Tout comme les pays du monde, des confinements ont été imposés, des fermetures complètes ont été imposées. Cela a affecté les personnes les plus vulnérables, notamment les femmes et les sociétés queer ou LGBT+. Lors de la pandémie, le taux de violence a augmenté à leur égard, ont augmenté donc 5 fois plus qu'avant la pandémie, d'autant plus que les femmes ont commencé à rapporter ces cas de violence à leur égard à travers le numéro vert. Ce numéro vert, cette ligne verte était disponible 24 heures sur 24 et dans certains cas, lors de la journée, c'était les entités publiques pertinentes qui traitaient ces cas de plainte et ensuite, c'était des personnes travaillant dans le domaine social qui traitaient ces plaintes. Nous savons par exemple que les femmes, que les étudiantes, que les étudiants de la société LGBT+, et les femmes et les jeunes filles ont dû toujours retourner à leur maison, revivre avec leurs parents, avec leur famille à cause du confinement, à cause des fermetures complètes. Voilà comment ces personnes-là ont dû souffrir davantage de violence. La fermeture complète, le confinement a empêché ces personnes-là de poursuivre leur travail. Ces personnes ont donc souffert d'une grande vulnérabilité économique. Et ces personnes ont vu donc leurs droits bafoués. Plusieurs associations et organisations ont tenté d'assurer les soins psychologiques aux personnes qui avaient besoin de tels soins, de tels soutiens. Une ligne d'urgence, un numéro d'urgence a été lancé par l'association, une ligne disponible 24 heures sur 24. Il y avait également plusieurs réunions qui ont été organisées sur Zoom et sur les plateformes sociales avec des psychologues et avec des psychiatres pour aider les personnes qui avaient besoin d'un tel soutien et qui avaient besoin d'être prises en charge. En outre, lors de la période de confinement, nous avons présenté une aide financière aux personnes qui en avaient besoin. Lors de la pandémie, lors du confinement, les personnes appartenant à la société queer, à la société LGBT+, ont été victimes de cas de violence. Beaucoup
de personnes ont vu leurs données divulguées. Beaucoup de personnes ont été menacées même à travers les réseaux sociaux, à travers nos partenaires comme Access Now, par exemple. Nous avons tenté de protéger les informations et les informations notamment personnelles de ces personnes-là. Nous avons en outre, lors du confinement, tenté d'assurer une aide médicale aux personnes également qui en avaient besoin. Et bien sûr, c'était l'association qui payait les frais de ces consultations médicales et de ces aides médicales. Nous avons tenté de poursuivre nos activités à travers les réseaux sociaux pour qu'il n'y ait pas de coupure et pour que les personnes ne se sentent pas isolées. Nous avons tenté tant que possible d'être près des membres de la société queer. Nous avons tenté de briser leur isolement à travers ces réunions virtuelles. Une autre question. Après le COVID, qu'en est-il des réformes, la période post-COVID? La situation était assez difficile au Soudan, en Égypte, en Tunisie et dans les autres pays du monde. Quelles sont les réformes? Quelles sont les stratégies qui peuvent être proposées par les femmes, par les féministes en général dans les régions du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord après la COVID, la pandémie donc de COVID? Faïma, la parole est à vous, mais soyez brève, s'il vous plaît. Merci. Lorsque je pense à la situation du Soudan, je me dis qu'il est assez difficile de répondre à cette question. C'est la première fois qu'une entité publique, donc à travers l'unité notamment de lutte contre la violence à l'égard des femmes, que des projets, que des plans pour les femmes sont élaborés. Par exemple, un numéro vert a été lancé pour recevoir les plaintes concernant les cas de violence. Beaucoup de recherches ont également été, et beaucoup d'études ont également été effectuées et des informations ont été réunies, mais malheureusement, rien n'est durable dans un pays comme le Soudan. Une loi concernant la violence à l'égard des femmes a été proposée, mais après octobre 2021 et après le coup d'État de 2021, et alors que le Soudan avait signé la CEDAW, avec quelques réserves, et le Soudan avait également ratifié la résolution 1325, et le Soudan, pour le Soudan, ces mesures étaient considérées très importantes, notamment pour les femmes soudanaises. Pour la première fois, le gouvernement avait également proposé d'avoir des abris pour les femmes, des abris sûrs, et cela n'était pas disponible au Soudan avant. C'est une idée théorique qui a été proposée par le ministère d'aide sociale et d'affaires sociales, mais nous ne sommes toujours pas passés de la théorie à la pratique. Les femmes doivent être protégées, ont le droit d'être protégées de la violence à leur égard, mais nous savons qu'il existe plusieurs défis, même des défis qui sont rencontrés par les organisations de la société civile. Quelques solutions sont proposées, mais nous souffrons toujours du manque de mesures pratiques prises. Il y avait également une proposition relative à la création d'une police, d'un groupe de sécurité intérieure, de police qui serait chargé de recevoir les plaintes des femmes. Toutes ces suggestions étaient très importantes. En outre, des cas de violence à l'encontre des femmes ont été répertoriés de plus en plus, et même lors des protestations, des manifestations, nous avons assisté à plusieurs cas de viol et de violence perpétrés par les milices, même par les membres de la police, d'où l'importance d'être plus stricte dans l'application des mesures et des décisions prises. Plusieurs parties ont tenté de répertorier toutes ces données et d'assurer le soin psychologique aux femmes qui en avaient besoin.
Je pense également que davantage de personnes sont sensibilisées aux problèmes auxquels les femmes font face. Les plateformes virtuelles lancées par les jeunes étaient des plateformes très efficaces. Quelques organisations ont également cherché à assurer l'aide aux femmes les plus vulnérables, aux familles les plus vulnérables. Quelques aides, par exemple alimentaires, ont été acheminées aux personnes vulnérables. Près de 10 000 familles vulnérables ont reçu des aides et en coopération également avec l'UNICEF et avec le FNUP. Plusieurs organisations et associations ont assuré des serviettes et distribué des serviettes hygiéniques aux femmes qui étaient affectées par les inondations ou pour les femmes qui n'avaient pas les moyens de s'acheter ces serviettes hygiéniques. Fatima, en bref, quelles sont les réformes et les stratégies qui, à votre avis, sont importantes et quelles sont les recommandations urgentes pour le Soudan pour la période post-Covid? Je dirais le cadre légal. Les lois doivent changer. Des lois et des politiques doivent être élaborées, des politiques qui soient strictes. Les femmes doivent obtenir leurs droits sur un pied d'égalité. Elles doivent être considérées comme des citoyennes, donc à part entière. Et nous devons toujours passer de la théorie à la pratique. Les décisions ne doivent pas rester encre sur papier. L'État n'a pas réussi à venir en aide à toutes les femmes. Il existe plusieurs cas critiques. Plusieurs femmes, lors de la pandémie, ont souffert du manque de services sanitaires à cause de la pandémie. Quelques femmes se sont vues refuser également l'aide médicale à cause du Covid. Les choses étaient très difficiles lors de la pandémie. Il y avait une détérioration de la situation sanitaire et médicale en général. Merci, Faïma Hind. Donc, les réformes et les stratégies pour les années à venir, pour la période post-Covid. Merci. La pandémie a révélé les faiblesses, mais la pandémie a également permis de jeter la lumière sur quelques opportunités. Plusieurs activistes ont pu travailler lors de la pandémie. Les organisations de la société civile, notamment les organisations féministes, ont pu améliorer leur situation pour effectuer des négociations avec l'État, pour améliorer la situation des femmes et pour lutter contre la violence à l'égard des femmes. Et il était très important également de jeter la lumière sur la situation des femmes et sur l'impact en général sur la santé, de la pandémie sur la santé, sur l'économie, sur les femmes. En Égypte, plusieurs stratégies ont été lancées, plusieurs politiques ont été élaborées. Ces stratégies étaient bien positives, mais le problème était non pas dans la théorie, mais plutôt dans la pratique. Ce sont des problèmes structurels. J'ai parlé de la violence et j'ai parlé également du rôle économique. Pour ce qui est de la violence, il existe des problèmes structurels. Oui, la stratégie a été lancée. Oui, un numéro vert a été lancé. Les femmes donc ont été plus aptes à utiliser ce numéro vert, à recourir à ce numéro vert. Mais, au fait,
les femmes appellent ce numéro vert pour se plaindre des cas de violence, mais en pratique, les femmes ne reçoivent toujours pas l'aide de la part de l'État. Cela est dû à des causes structurelles. Par exemple, les abris sont très limités en Égypte. Les abris en Égypte ne sont pas très efficaces. Donc, la situation de ces abris est assez médiocre. Et le problème, là, est assez complexe. En général, le fait de rester dans ces abris est considéré comme étant une question temporaire. Parfois, on demande aux femmes des questions concernant leur passé. Quelques femmes ont peut-être des antécédents et les personnes chargées des abris ne comprennent pas la situation de ces femmes. Et en général, je peux dire que à cause de la culture, la violence contre des femmes n'est pas toujours prise au sérieux, si nous pouvons le dire. En outre, le code pénal égyptien est notamment 2 articles de ce code, l'article 60 en particulier, pose problème parce que cet article considère qu'il y a certaines conditions qui pourraient, si nous pouvons le dire, apaiser ou justifier la violence à l'encontre des femmes, notamment par les époux. Donc, il y a des circonstances atténuantes pour les maris dans certains cas, notamment les maris qui exercent la violence à l'égard de leurs femmes. Nous avons parlé avec plusieurs juges, avec plusieurs avocats, et il est apparu que certains juges aimeraient parfois, et dans certains cas, pénaliser les maris ou les hommes qui ont agi de manière violente à l'encontre des femmes, mais il n'y a pas assez d'articles de la loi, du code pénal qui les aident à le faire. Donc, la situation, la culture générale, les abris et leur situation médiocre, outre la pandémie, sont considérés comme étant des problèmes structurels. Pour ce qui est des solutions, je pense qu'il existe des solutions structurelles à prendre en considération. Si nous voulons vraiment travailler de manière efficace, nous devons commencer par passer à la pratique, des recommandations pratiques à court terme et d'autres peut-être à moyen ou à long terme. Donc, pour les recommandations à court terme, il devrait davantage de sensibilisation, d'intégration. Donc, les abris, par exemple, et les personnes qui travaillent dans ces abris devraient être formées à la façon de traiter avec les personnes victimes de violences. Autre chose, les capacités des personnes concernées devraient être renforcées. Nous devons changer également le cadre légal, les lois, pour pouvoir les personnes, notamment les hommes, qui ont recours à la violence contre les femmes et même contre les groupes LGBT+. Nous devons également lutter à la stigmatisation contre ces groupes et contre les femmes. Donc, les auteurs et les responsables de ces crimes devraient être responsabilisés. Pour ce qui est du moyen terme ou du long terme, il devrait y avoir un one-stop shop, comme on le dit, ou une seule fenêtre ou un guichet unique pour pouvoir aider les femmes victimes de violences sexuelles ou de violences basées sur le genre.
Donc, il devrait y avoir ce concept de guichet unique, qui est un concept, le one-stop shop, qui est déjà assez présent dans plusieurs pays du monde. Il est important donc de réunir toutes les informations, par exemple la police, l'hôpital, les personnes concernées doivent recevoir toutes les informations pertinentes et les femmes doivent pouvoir recevoir une aide légale, une aide financière. Dans beaucoup de cas, beaucoup de femmes sont obligées de vivre sous le même toit avec les personnes ou les auteurs de violences à leur égard à cause de leur situation économique, donc parce qu'elles n'ont pas les moyens de quitter leur maison. Voilà l'importance, ou d'où l'importance de renforcer les capacités, notamment les capacités économiques des femmes, pour qu'elles aient le courage de quitter leur foyer, leur maison, lorsqu'elles souffrent de violence. Et il est très important également d'aider les femmes à survivre, à être productrices, à être productives également, avoir accès aux ressources. Les femmes doivent être autonomisées, les femmes doivent être capables de prendre leurs décisions par elles-mêmes. Dans quelques pays comme l'Australie, comme l'Inde, je pense, le concept de guichet unique ou de one-stop shop contre la violence a été développé. Et voilà comment les femmes reçoivent une aide légale, une aide médicale, une aide financière. Bien sûr, lors de la pandémie, le secteur médical a beaucoup souffert et les problèmes du secteur médical ont été exacerbés, mais c'est ce que nous devons faire. Suite à la recherche, j'ai remarqué que la vulnérabilité, que la marginalisation économique des femmes est l'un des problèmes essentiels. Donc, le manque de ressources des femmes et bien sûr le manque de ressources de l'État, la pauvreté générale, font que les femmes trouvent assez difficile de prendre cette décision de quitter leur foyer ou de quitter de sortir de relations abusives. Il est très important de prendre des mesures globales, de trouver des solutions globales. Le seul point positif serait peut-être que la pandémie a permis de commencer à parler de tout cela. Nous avons commencé à parler de la relation entre la sphère publique et la sphère privée. Nous avons commencé à parler de la sphère publique et de la relation avec les ressources de l'État. Il est impossible de développer des politiques du haut de cette pyramide, de les imposer aux personnes en bas de la pyramide. Désolée de vous interrompre, Hans. Désolée, nous n'arrivons pas à entendre la modératrice qui a perdu apparemment sa connexion. Il y a des problèmes de connexion. Je vous remercie, Hans. Lina, pour les stratégies, les mesures à prendre. Nisrine, désolée, nous n'arrivons pas à vous entendre. Vous avez perdu votre connexion. Vous avez des problèmes de connexion, Nisrine. نستناها ولا نجاوب على نفس السؤال؟ Est-ce que nous attendons Nisrine? هو من الحاجات من الدروس اللي فهمناها معناها من أزمة الكوفيد هو Sorry, Lina. Donc, Lina, can you hear me? je pense que nous avons perdu Nisrine. Lina, est-ce que vous m'entendez? En attendant le retour de Nisrine. Vous étiez en train de parler du travail de votre organisation en Tunisie, notamment lors de la pandémie. Vous avez assuré le soutien qui aurait dû être associé
des services qui auraient dû être procurés par l'État. Quelles sont les mesures à prendre en Tunisie et même peut-être dans d'autres pays de la région? Et comment est-ce que vous, en tant qu'ONG, êtes en train de travailler sur cela? Donc oui, l'État n'a pas assuré les services que nous avons assurés. Donc nous assurons des services aux personnes appartenant à la communauté des LGBT+, parce que cela est criminalisé. Donc le fait d'appartenir à cette communauté est criminalisé par la loi. Donc les membres de cette communauté queer souffrent de stigmatisation et de discrimination, notamment dans le secteur de la santé. Plusieurs femmes et hommes transgenres n'ont pas pu avoir accès aux services de santé à cause de leur identité de genre, bien sûr, ou plutôt leur identité sexuelle. Nous avons décidé donc de développer une liste de médecins qui peuvent assurer des services sûrs à la communauté queer et même une liste d'avocates et d'avocats et d'autres prestataires de services qui seraient prêts et prêtes, bien sûr, à aider les membres de la communauté queer. Il devrait y avoir une attention spécifique attribuée au réseau de soutien, au système de soutien. Et je parle là de soutien à Mawjoudine et à d'autres organisations qui travaillent avec les communautés queer. Nous avons par exemple à Mawjoudine mis en œuvre un projet de soutien en général avant la période de Covid. Nous avions des projets de soutien spécifiques et nous n'avions pas un volet, bien sûr, relatif à la Covid. Nous avions des budgets alloués au soutien. Mais après la Covid, nous avons dorénavant un budget alloué au soutien psychologique, légal, médical et social. Donc, soutien psychosocial, médical et légal. Autre leçon tirée, il devrait y avoir une décentralisation dans les activités, dans les services. Avant, les services de soutien psychologique étaient assurés seulement dans la capitale. Nous avions des psychologues ou la psychologue qui travaille avec Mawjoudine était présente seulement dans la capitale, dans le bureau de la capitale. Mais nous avons remarqué qu'il était très important d'aller vers la décentralisation, qu'il y ait un soutien psychologique assuré à distance à toutes les femmes qui en ont besoin et à toutes les personnes en général qui en ont besoin. Pour ce qui est des recommandations, plusieurs personnes de la communauté queer ne pouvaient pas revendiquer leurs droits à cause de la discrimination, à cause de la loi qui criminalise l'appartenance à la communauté queer. Nous avons travaillé à promouvoir l'égalité entre les citoyennes et les citoyens, notamment pour ce qui est de l'accès à la justice. Merci. Désolée pour cette coupure. Merci Fahima, merci Hind. Je vais donner la parole maintenant aux participantes, si vous avez besoin à poser, si vous avez des questions à poser aux panélistes. هو كان في سؤال
اعتقد او ملاحظه كانت مكتوبه في الشات بوكس، انا مش عارفه هي الناس Je pense que quelqu'un avait écrit un commentaire ou avait posé une question dans la case chat, je pense. تفضل زينب من Zainab, je pense. العراق. Zainab Dirak a une question à poser, n'est-ce pas? Zainab, la parole est à vous. على الشات. Vous pouvez écrire votre question dans la case chat. ممكن تكتبوا السؤالات في الشات بوكس. Vous pouvez écrire, mesdames et messieurs, votre question dans la case chat, dans la case de discussion. Donc, Zainab, si vous avez une question à poser, écrivez-la dans la case chat ou dans la case de questions-réponses. Nous avons une question en français. Même durant la pandémie, leur participation dans la sécurité alimentaire et dans l'économie du pays est très importante. Nous devons travailler pour que des mécanismes. هذا الاقتراح من عند صديقتي السيدة سلوى كنو اللي هي كانت رئيسة الأفتورد بتونس. يعني في سؤال Salwa Kanou de l'Afturd parle des femmes dans l'activité agricole qui continuent et qui ont continué à assurer leur travail agricole même durant les pandémies, et leur participation dans la sécurité alimentaire et dans l'économie du pays était très importante. C'est une suggestion. Nous devons travailler pour que des mécanismes d'accès des femmes aux ressources soient mis en place. C'est un commentaire. La question de Zainab d'Irak. Donc, Zainab a écrit dans la case de discussion, en Irak, nous souffrons du même problème. Bal'is a posé une question. Est-ce que vous pensez qu'il y aurait des réformes dans le code pénal en Égypte? Donc, Hind, est-ce que vous considérez ou vous pensez qu'il y aurait des réformes du code pénal en Égypte? Hind, la parole est à vous pour répondre et vous devez ouvrir votre micro. Je vous remercie, Balkis, de votre question. Au fait, je pense que les réformes légales en Égypte sont des réformes très lentes et plutôt des réformes partielles. Je suis chercheur, experte en les lois, et notamment les lois relatives aux femmes. Et partant de mes observations, je peux vous dire qu'il y aurait parfois quelques possibilités de réformer quelques articles. Donc, ces deux articles que j'avais mentionnés ont besoin d'être réformés ou amendés. Mais au fait, nous ne pouvons pas dissocier cela d'autres facteurs, notamment la constitution égyptienne, la charia islamique, que la constitution a considéré comme le premier code ou la première loi à laquelle nous devons avoir recours en Égypte. Tout ce qui a trait à la charia musulmane est assez difficile à être réformé ou amendé. Pour ce qui est du code pénal, et pour ce qui est aux décisions qui pourraient être prises par les juges ou sa discrétion donnée aux juges. Je pense que quelques articles du Code pénal peuvent être réformés, peuvent être amendés pour améliorer la situation. Oui, ces réformes peuvent ne pas plaire complètement aux femmes, aux féministes activistes, parce qu'il existait plusieurs revendications, notamment de lutte contre la violence et le viol à l'encontre des femmes. Mais en tout cas, il y avait eu quelques tentatives de commencer à identifier ou définir la violence sexuelle. Donc, juste pour vous dire que le processus est lent, oui, mais pas impossible. Et je pense que ce qui est vraiment critique, c'est de réformer le code de statut civil. C'est
ce code qui est constitué comme étant le reflet de la charia islamique. Et il paraît à certains égards que nous ne nous rappelons de cette charia que lorsque nous parlons des droits de la femme. Nous remarquons plusieurs sensibilités, si nous pouvons le dire, concernant le mariage, le divorce et les décisions relatives au statut civil. J'espère que les décideurs prendront les décisions courageuses de réformer les lois et d'amender les lois. Je pense que la situation en Égypte est plutôt soumise à une dictature. Je pense qu'il y aurait des consultations de la part d'OSC, d'ONG, d'activistes, d'avocats qui ont beaucoup d'expérience dans ce domaine et qui ont beaucoup de projets de loi pertinents. Madame Aza Sleiman avait par exemple présenté un projet de loi concernant le statut civil en Égypte. Et j'espère vraiment du fond du cœur que cette loi soit adoptée par les décideurs. Mais je comprends également qu'il y a plusieurs considérations politiques et plusieurs considérations relatives à la charia islamique qui ne peuvent qu'être prises en considération. Merci, Anne. Donc, je voudrais remercier tous ceux qui ont participé à l'organisation de ce séminaire. C'est Solar Adahab qui a écrit ce commentaire. Je voudrais remercier Faïma Hachem. Donc, Adil et Solara voudraient remercier Faïma Hachem. Une question concernant la relance de l'activité féministe et comment mobiliser ces jeunes activistes féministes. D'autant plus que les choses ont changé après les différentes protestations et après la COVID. Je pense que les différentes activités et mouvements féministes, de jeunes féministes en Égypte et peut-être au Soudan sont similaires. Je pense également que lors de la révolution de décembre, nous avons remarqué une forte mobilisation de ces mouvements de jeunes féministes, de jeunes groupes, non seulement à Khartoum, non seulement au centre, mais dans plus de 15 provinces. Plusieurs groupes de jeunes filles, de jeunes femmes organisées ont commencé à lever leur voix. Malheureusement, ces groupes-là manquent peut-être d'expérience. Ces personnes-là, ces filles-là sont jeunes, âgées de 16 à 25 ans, mais ces femmes-là sont très enthousiastes. Elles ont beaucoup d'enthousiasme, elles sont prêtes à tout pour changer la donne et la situation. Donc, je pense que ces jeunes doivent être écoutés. Nous avons besoin de savoir quels sont leurs besoins à elles. Donc, quels sont les besoins de ces jeunes filles, de ces jeunes femmes, au lieu de prendre la décision en leur nom. Nous devons apprécier la sensibilité de ces jeunes filles, de ces jeunes femmes. Nous devons comprendre que ces jeunes femmes ont beaucoup de compétences, elles ont le bon sens et nous devons les inclure dans nos activités, entendre leur voix. Nous avons besoin de développer ces mouvements, nous avons besoin de leur assurer leur besoin d'entendre leur voix. إنه التخدير مساعدتهم في مسألة توفير الفند
Nous devons également œuvrer afin de leur assurer les fonds, de leur assurer la formation, les besoins. Ces personnes-là travaillent également dans des communautés locales et ces personnes savent comment est la situation de ces communautés. Par exemple, nous avions des mouvements de femmes, des mouvements féministes dans les grandes villes et nous disons toujours que les personnes qui sont proches des communautés locales comprennent mieux la situation des femmes de la communauté que les femmes ou que les personnes qui sont plus éloignées. Donc, nous devons respecter ces mouvements, respecter ces jeunes filles, ces jeunes femmes, respecter les besoins des communautés locales. Donc, nous devons non pas leur imposer notre point de vue, mais plutôt entendre leur point de vue, leurs besoins et développer des plans en nous basant sur leurs besoins. Voilà l'importance des mouvements féministes, respecter les valeurs de ces mouvements de jeunes filles, de jeunes femmes, entendre leur voix et non pas leur imposer notre volonté. Il ne s'agit pas de femmes qui ont 20 et 30 ans d'expérience dans le domaine qui viennent imposer leur expérience, leur point de vue aux autres. Lina, en tant que jeune femme féministe, quel est votre avis? لكن انا بالنسبه لي كنت حابة نقول لك فهيمة قالت لازمتنا Lina, Fahima était en train de dire qu'il est nécessaire de soutenir les jeunes féministes, les jeunes activistes féministes, respecter leur point de vue et non pas leur imposer notre point de vue, être à leur côté, communiquer avec elles, au lieu de leur imposer notre point de vue. Donc, quel est votre point de vue? Je pense que le mouvement féministe en Tunisie, notamment les organisations et les associations qui ont plus d'expérience, ont commencé à apprendre des jeunes féministes, des activités et des mouvements de jeunes féministes et vice-versa. Nous considérons que la présence de groupes et d'associations de jeunes féministes est devenue possible grâce à la présence d'autres associations plus anciennes. La relation entre les associations plutôt anciennes et les associations qui sont plus nouvelles, notamment d'activistes travaillant dans le domaine des droits de la femme, devrait être à double sens. Donc, il devrait y avoir une collaboration, une coordination, un soutien mutuel entre ces groupes de jeunes activistes et le groupe d'activistes féministes qui ont plus d'expérience dans le domaine. Je pense que nous devons travailler notamment avec les femmes trans, les femmes, les lesbiennes, les femmes appartenant à la communauté LGBT+. Merci Lina. Je pense que nous avons une intervention du Soudan. Il y a plusieurs rapports d'organisations internationales concernant la situation du Soudan et le fait que le Soudan pourrait souffrir de famine. Près de 18 millions de citoyens à peu près pourraient être touchés par la famine. Cette situation rendant les femmes encore plus vulnérables. Nous devons peut-être créer des espaces sûrs pour les femmes afin qu'elles puissent raconter leurs histoires et qu'elles puissent obtenir un soutien psychologique. Hind et Lina ont parlé des réseaux sociaux et de leur rôle dans la pandémie. C'est une arme à double tranchant peut-être. Les activistes, les féministes du monde ont accès dorénavant à ces plateformes sociales, mais ces plateformes pourraient également
rendre ces femmes-là, ces personnes-là plus vulnérables à la cyberviolence. Donc, les réseaux sociaux sont une arme à double tranchant. Quel est le rôle des réseaux sociaux? Est-ce qu'elles facilitent vraiment l'échange au niveau régional et international entre les différents mouvements de femmes? Je ne sais pas qui aurait une réponse, Lina, Hind ou Fahima. فهيمة سامحني. أنا عايزة أقول يعني يمكن الوضع في السودان وضع La situation au Soudan ما كان بيسمح بإنه حقيقي et cette absence d'État n'a pas permis d'élaborer des plans à long terme, des stratégies à long terme. أنت في دولة ممكن تغير راية overnight. Au fait, l'État pourrait changer d'avis d'une nuit à l'autre, notamment après le coup d'État d'octobre 2021. Donc, la situation est horrible dans le pays. Il y a une absence totale de l'État. Et je voudrais dire que malgré tout cela, les espaces virtuels, Internet, ont permis aux différents groupes et ont assuré un milieu accessible aux différents groupes de femmes. Beaucoup de femmes vont apprendre comment écrire des publications sur Facebook, comment obtenir des smartphones, des téléphones intelligents, des ordinateurs portables, comment avoir accès à Internet. Donc, nonobstant bien sûr la situation en général, les femmes considèrent Internet comme étant un vrai espace à travers lequel elles peuvent communiquer, parler de leurs problèmes. Plusieurs de groupes de femmes ont pu amplifier leur voix, parler, exprimer leurs problèmes grâce à ces réseaux sociaux. Plusieurs mots-clés ont été lancés à travers les réseaux sociaux, plusieurs hashtags ont été lancés à travers les réseaux sociaux pour soutenir différentes causes de femmes et de filles. Et grâce aux réseaux sociaux, nous avons commencé à savoir ce qui se passait à l'intérieur même des familles. Ces réseaux sociaux ont permis de jeter la lumière sur des problèmes qui étaient négligés auparavant. Oui, des risques de violence, de stigmatisation, d'intimidation ou de bullying pourraient être présents. Il existe plusieurs cas similaires. Nous savons ce qui a eu lieu, par exemple, en juin 2019 et comment il y avait eu beaucoup de cas de viol et de violence à l'encontre des femmes, des cas qui ont été répertoriés, qui ont été publiés sur Facebook, sur Twitter. Mais beaucoup de ces personnes ont souffert d'intimidation, de bullying, de menaces. Oui, c'est une arme à double tranchant, mais nous ne pouvons que reconnaître que cet espace a permis aux femmes d'obtenir des soutiens psychologiques, des conseils légaux, notamment dans un pays qui manque d'abris, qui manque de structures légales de soutien, qui manque peut-être d'associations et d'organisations qui puissent assurer le soutien propice aux femmes. Tout cela montre combien les femmes souffrent dans le pays. Les femmes sont traumatisées partout. Mais les réseaux sociaux ont permis de parler de cela. Lina puis Hind, désolée, 1 minute chacune, parce que nous n'avons plus de temps. Comme vous venez...
أكثر من مليون على وسائل التواصل الاجتماعي، خرجت خطاب كراهية وتهديد تجاه الأشخاص. le dire à double tranchant. Les femmes et les hommes, donc toutes les personnes appartenant à la communauté LGBT+, ont souffert lors de la pandémie, mais c'est grâce aux plateformes sociales que les victimes et que les membres de la communauté queer ont pu exprimer leur point de vue. اللي خلت الضحايا يطلبوا الاستعانة، كما مثلا المرأة اللي طلبت الاستعانة Par وهي exemple, دارها في الفجر، رجلها حصرها في الدار ويهدد فيها بالقتل، وعلى طريق معناها وسائل التواصل الاجتماعي à travers qui ont été lancés, les autres groupes aider les personnes-là ont pu lever leur, sachant que beaucoup de personnes ont été menacées, oui, et intimidées. Inde, même question concernant les réseaux sociaux. Comment faciliter l'échange régional et international à travers les réseaux sociaux, à travers les plateformes sociales, notamment parmi ceux et celles qui travaillent dans le domaine des activités féministes. Il est très important, plusieurs mouvements féministes se sont développés à travers les réseaux sociaux. Tout comme Lina vient de le dire, par exemple, Anna Zeda, la page qui a été lancée, il y avait eu bien sûr un cas de harcèlement en Égypte contre une jeune fille. Cette jeune fille où la police n'a rien fait, mais son cas a circulé sur les réseaux sociaux. Il y a également d'autres cas qui ont circulé sur les réseaux sociaux. Et c'est après les campagnes lancées à travers les réseaux sociaux que les entités étatiques, que la police a commencé à agir, à prendre les mesures nécessaires. Il existe plusieurs exemples de coopération au niveau régional et international. Par exemple, personnellement, j'ai reçu plusieurs messages d'Anna Zeda de la Tunisie pour me demander de coopérer et de collaborer. Il existe plusieurs opportunités. La société civile, les OSC et même les bailleurs de fonds devraient se concentrer davantage sur cet aspect. Je pense qu'il est très important de soutenir cet échange à travers ces espaces virtuels, le fait de rassembler les féministes de la région et de leur permettre de lever leur voix, d'échanger leur point de vue, les informations, les données, les outils, les ressources et créer un cercle de connaissances, non pas seulement de manière virtuelle, mais également présentielle, en face à face. Merci, Inde. En bref, et avant de donner la parole à Lydia, permettez-moi de remercier les panélistes, Hind, Lina et Fahima. Je vous remercie, mesdames, pour cette discussion importante. Je voudrais également remercier toutes les participants pour leurs commentaires et leurs questions. Je voudrais vous rappeler que nous avons parlé de questions très importantes. Nous avons parlé de la pandémie, de la violence à l'égard des femmes lors de la pandémie, la violence basée sur le genre au cours de la pandémie. Que faire et quelles réformes adopter, quelles stratégies à adopter par les États pour changer la donne, comment promouvoir le réseautage. Nous avons également parlé du rôle des réseaux sociaux, des plateformes sociales. Et nous avons considéré que les réseaux sociaux étaient une arme à double tranchant. Les réseaux sociaux sont très importants et permettent de collaborer, d'échanger les meilleures pratiques et de communiquer. Donc, cela aide à renforcer la communication entre les féministes à travers le monde. Je vous remercie. Désolée, je n'ai pas pu ouvrir la caméra à cause des problèmes techniques. Je redonne la parole à Lydia, mais avant, je voudrais remercier
Zena Mhaidli de FIS. Je voudrais remercier également Leila Hassan de FIS Tunisie. Et je donne la parole à Madame Lydia Boss. Je vous remercie, Nisrine. Je voudrais remercier toutes les panélistes. Je voudrais remercier également tous les participants, toutes les participantes. Merci de vos commentaires, de vos questions. Merci de cette discussion très intéressante. Je ne vais pas répéter ce que Nisrine vient de dire, mais je pense que ce webinaire a montré qu'il existe plusieurs contradictions. La pandémie a posé plusieurs défis, plusieurs menaces à l'égalité de genre, a entravé parfois l'accès aux services par les minorités, par les groupes marginalisés. Mais cette pandémie a jeté la lumière sur un grand potentiel, comment pouvoir aller de l'avant et comment renforcer l'agenda féministe. Tout comme Nisrine vient de le dire, l'Internet et les médias sociaux étaient une arme à double tranchant. Ces plateformes présentaient des opportunités, plusieurs opportunités pour jeter la lumière sur l'agenda féministe, jeter la lumière sur les droits des personnes LGBTI+, mais ces plateformes sociales ont également augmenté la violence et les intimidations. Ce webinaire a également montré que toutes ces contradictions se reflètent à travers les réponses et les ripostes de l'État. Oui, nous devons critiquer l'État et les entités publiques pour les structures patriarcales héritées de génération en génération et pour avoir renforcé pour avoir perpétué cette discrimination basée sur le genre. Mais en même temps, nous devons appeler l'État à assurer davantage d'accès à tous aux droits. Further for subsequent webinars, and as I mentioned in the beginning, there will be 4 more webinars to which I would like to invite everyone who took part today. Either devrait être discuté davantage. Nous aurons the webinars lors d'autres webinaires. As I mentioned before, economics. Nous allons parler de la numérisation des mouvements féministes, des stratégies visant à lutter contre le genre. Quand est-ce que ces webinaires seront organisés? Nous allons publier les dates sur stay tuned for the exact dates. Nos pages sur les réseaux sociaux. Nous allons organiser l'autre webinaire en juillet et je vous demande de vous joindre à nos webinaires. Enfin, je voudrais remercier Katia. Je vous remercie Katia d'avoir travaillé sur ce projet avec FIS. Ce projet est magnifique et lors de ce webinaire, nous avons parlé de quelques aspects du travail effectué par Katia et par l'équipe en général. Je voudrais également remercier Nisrine, la modératrice. Je vais également remercier les interprètes. Permettez-moi également de remercier mes collègues, Zena, Amira, Leila. Merci. Je vous remercie. Je vais clôturer ce webinaire et vous inviter à visiter notre site web. Et Katia vient de poster ou de publier le lien à notre site web qui est disponible en anglais, en français, en arabe. Et j'espère vous revoir en juillet. Merci. Merci. Au revoir. Merci, au revoir les filles. Bye bye. Merci, bye bye. Thank you. Thank you. Bye bye. Thank you. Bye bye.